Il est 2 heures du matin, tu es allongé dans le noir, le téléphone dans la main, l'écran éteint, et dans ta tête cette même question qui tourne en boucle depuis des jours, des semaines peut-être. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que t'as fait tout ce qu'il fallait faire. T'as été présent, t'as été patient, t'as donné de l'espace quand il le fallait, t'as essayé de comprendre, tu as envoyé ce message pour prendre des nouvelles, pas un message lourd ou chargé d'attente, juste un «Hey, comment tu vas?» simple, léger, sincère. Et pourtant, plus tu essaies, plus cette personne semble s'éloigner, comme si chaque effort que tu faisais créait exactement l'effet inverse de celui que tu espérais. Comme si ta présence elle-même était devenue le problème. Et ça fait un mal particulier, parce que c'est pas juste la douleur de quelqu'un qui ne t'aime pas, ce serait presque plus simple à accepter. C'est la douleur de quelqu'un qui semble te vouloir et te fuir en même temps, qui envoie des signaux contradictoires, qui est là complètement un jour et disparaît le lendemain sans explication, et toi tu restes là à essayer de comprendre ce que tu as fait de travers, à rejouer les conversations dans ta tête, à chercher le moment où quelque chose a changé. Et si je te disais que t'as peut-être rien fait de travers, et si je te disais que il existe une dynamique psychologique très précise en jeu ici, une dynamique qui n'a rien à voir avec la quantité d'amour que cette personne te porte, une dynamique qui explique pourquoi plus tu te rapproches, plus elle recule, et surtout une dynamique que tu peux comprendre vraiment, pas pour manipuler qui que ce soit, mais pour arrêter de te battre contre quelque chose que tu ne comprends pas encore, parce que voilà ce que personne ne te dit clairement dans ces situations. La personne qui s'éloigne de toi en ce moment espère peut-être secrètement que tu décodes quelque chose qu'elle n'arrive même pas à formuler elle-même. Quelque chose qui se passe dans son propre système. Quelque chose de profond et d'inconscient que même elle ne comprend pas toujours pleinement. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler de ça, de cette dynamique cachée, de ces déclencheurs psychologiques que personne n'explique vraiment, et de ce que tout ça signifie concrètement pour toi, pour ta façon d'être dans cette relation, et pour la version de toi-même que tout ce processus est en train de révéler. Reste avec moi, parce que ce qu'on va traverser ensemble aujourd'hui va peut-être changer quelque chose de fondamental dans la façon dont tu comprends ce que tu vis. Premièrement, ce que personne ne te dit vraiment sur la psychologie évitante. Commençons par démolir quelque chose. Une idée que beaucoup de gens portent quand ils essaient de comprendre pourquoi quelqu'un s'éloigne d'eux. Une idée qui semble logique en surface, mais qui est fondamentalement incomplète, et qui souvent aggrave les choses plutôt que de les améliorer. Cette idée, c'est celle-ci. Si quelqu'un s'éloigne de moi, c'est parce qu'il tient pas vraiment à moi, ou parce que je ne suis pas assez, ou parce que j'ai fait quelque chose de travers, et, et je comprends pourquoi cette conclusion semble évidente. Parce que dans la logique normale des relations humaines, quand quelqu'un te plaît vraiment, quand quelqu'un tient à toi, il se rapproche, il investit, il est là, mais voilà le problème. Cette logique-là ne s'applique pas de la même façon à quelqu'un qui a un attachement évitant. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur comment ce type d'attachement se forme. Pas de façon abstraite, de façon très concrète et très humaine. Tout ça commence dans l'enfance. Imagine un enfant qui a grandi dans un environnement où exprimer ses besoins émotionnels créait des problèmes. Peut-être que quand il demandait de l'affection, les adultes autour de lui se sentaient envahis, ou devenaient froids, ou le rejetaient d'une façon ou d'une autre. Peut-être que la proximité dans sa famille ressemblait à de la dépendance, à une perte de contrôle, à quelque chose de lourd et d'étouffant, et le cerveau de cet enfant, ce cerveau incroyablement adaptatif, a appris une leçon de survie. La proximité est dangereuse, l'autonomie est sécuritaire, avoir besoin de quelqu'un, c'est s'exposer à être blessé, et cette leçon-là, apprise très tôt, c'est gravé dans son système nerveux, dans sa façon de réagir à l'intimité, dans ses réflexes émotionnels les plus profonds. Maintenant, cet enfant est adulte et quelqu'un lui plaît vraiment. Quelqu'un l'attire. Quelqu'un crée en lui quelque chose qui ressemble à du désir de connexion. Et là, deux choses se produisent simultanément en lui. D'un côté, une partie de lui veut vraiment cette connexion, veut se rapprocher, veut ressentir quelque chose
de vrai avec quelqu'un, de l'autre côté. Son système nerveux, ce système câblé depuis l'enfance pour associer la proximité au danger, se met en mode alerte et il dit non, trop proche, trop risqué, recule, protège-toi. Et cette guerre intérieure, cette tension entre le désir de connexion et la peur de l'intimité, c'est ce que vit en permanence une personne avec un attachement évitant. Laisse-moi te donner une image très concrète pour que tu comprennes vraiment ce que ça ressemble de l'intérieur. Imagine quelqu'un qui a une peur phobique des chiens, une vraie phobie, installée depuis l'enfance, et ce quelqu'un rencontre un chien absolument adorable, un chien calme, doux, qui ne représente objectivement aucun danger, consciemment. Cette personne le sait, elle voit que ce chien est inoffensif, elle comprend rationnellement qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur, mais son corps, lui, son système nerveux, lui, ne fait pas la différence entre ce chien doux et le danger qu'il a mémorisé, et il réagit quand même. Le cœur qui s'accélère, l'envie de reculer, le réflexe de protection. C'est pas un choix, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est une réponse automatique et inconsciente gravée dans le système. Et c'est exactement ça qui se passe chez une personne évitante face à l'intimité. Tu peux être la personne la plus aimante et la plus respectueuse du monde, tu peux ne rien faire de mal. Mais si tu te rapproches trop vite, si tu investis avec trop d'intensité, si ta présence émotionnelle devient trop forte, son système nerveux à lui va déclencher l'alarme. Pas parce que t'es dangereux, mais parce que l'intimité elle-même l'est devenue dans sa mémoire émotionnelle. Et voilà maintenant quelque chose que je veux que tu comprennes vraiment, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette conversation. Une personne évitante ne vit pas en paix avec elle-même dans tout ça. C'est pas quelqu'un qui s'en fiche, qui est froid par nature, qui ne ressent rien, bien au contraire, à l'intérieur. Il y a une guerre constante, d'un côté, une voix consciente qui dit « je vais bien tout seul, j'ai besoin d'espace, les relations c'est compliqué, je suis mieux comme ça ». De l'autre côté, quelque part, en dessous, quelque chose de beaucoup plus silencieux mais de beaucoup plus profond, qui dit « s'il te plaît, reste, s'il te plaît, ne pars pas, mais aussi, s'il te plaît, n'approche pas trop ». Ces deux voix coexistent, en permanence, et elles se contredisent. Et personne autour d'eux ne le voit vraiment. Parce que la façade qui s'affiche au monde, c'est l'indépendance, la distance, le détachement apparent. Mais en dessous, il y a quelqu'un qui veut être vu, qui veut être aimé, qui a juste besoin que ça se passe d'une façon qui ne déclenche pas toutes ces alarmes. Et maintenant, la vraie question, celle qui nous intéresse vraiment. Qu'est-ce qui change quelque chose dans cette dynamique? Qu'est-ce qui permet à quelqu'un avec un attachement évitant de baisser la garde, de sortir du mode défense, de s'ouvrir à la connexion? Et la réponse à cette question, c'est ce qu'on appelle les déclencheurs psychologiques. Ces points précis dans le comportement et dans l'énergie d'une personne qui font passer le système nerveux évitant du mode « protège-toi » et fuis au mode « explore et découvre ». Et il y en a trois. Trois déclencheurs très précis que la plupart des gens ne connaissent pas, que personne n'explique clairement et qui changent tout dans la façon dont on navigue cette dynamique. On va les explorer un par un en détail, avec des exemples très concrets. Parce que comprendre ça intellectuellement, c'est bien, mais vraiment voir comment ça s'applique dans la réalité concrète des relations, c'est ce qui fait vraiment la différence. Deuxièmement, le premier déclencheur, la rareté, et pourquoi la poursuite produit l'effet inverse. On arrive maintenant au premier déclencheur. Et celui-là va peut-être t'éclairer sur quelque chose que tu as vécu sans comprendre pourquoi ça se passait comme ça, parce que ce déclencheur touche directement à ce réflexe très humain de se rapprocher quand on sent quelqu'un s'éloigner. Ce réflexe d'intensifier les efforts quand les résultats ne viennent pas. Ce réflexe de dire « je vais essayer encore plus fort, je vais être encore plus disponible, je vais montrer encore plus clairement que je tiens à cette personne ». Et ce réflexe-là, aussi naturel et aussi bien intentionné soit-il, produit chez une personne évitante exactement l'effet inverse de ce que tu espères. Laisse-moi t'expliquer précisément pourquoi. Les chercheurs en psychologie de l'attachement ont documenté quelque chose qu'ils appellent le renversement de rareté. Et c'est
Un concept qui paraît simple en surface, mais qui a des implications très profondes sur la façon dont fonctionne l'attraction chez les personnes évitantes. Voilà le principe de base. Le cerveau humain, et particulièrement le cerveau d'une personne évitante, est câblé pour accorder plus de valeur à ce qui est rare et moins de valeur à ce qui est abondant. C'est pas une question de manipulation ou de jeu, c'est une réalité neurologique. Mais il y a quelque chose de plus précis que ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour notre sujet. Chez une personne évitante, c'est pas juste la rareté qui attire, c'est la rareté combinée à l'absence de menace. Et cette nuance-là change absolument tout. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple très concret. Imagine que tu as une peur des espaces fermés, une vraie peur, et quelqu'un te dit qu'il y a quelque chose de fantastique dans une petite pièce, quelque chose que tu veux vraiment voir, quelque chose qui t'intrigue vraiment. Si cette personne te prend par le bras et t'amène vers la pièce de force, même avec les meilleures intentions du monde, même en te disant que c'est magnifique là-dedans, ton cerveau va déclencher l'alarme et la pièce, aussi attirante soit-elle, va être associée à cette sensation de pression, de perte de contrôle, de danger. Mais si cette personne te dit simplement « la pièce est là si tu veux y aller un jour », et puis elle passe à autre chose, elle te laisse tranquille, elle n'insiste pas, elle n'essaie pas de te convaincre. Quelque chose de différent se produit, ta curiosité commence à s'activer, la pièce reste dans ta tête, et parce qu'il n'y a plus de pression associée à elle, tu commences à t'interroger, à vouloir voir par toi-même, à envisager d'y aller de ton propre mouvement. C'est exactement cette mécanique qui opère chez une personne évitante dans une relation, quand tu la poursuis. Quand tu envoies le message supplémentaire, quand tu vérifies si elle va bien, quand tu te rends constamment disponible, quand ton énergie est clairement et intensément dirigée vers elle. Deux choses se produisent simultanément dans son cerveau. La première, tu deviens abondant, et ce qui est abondant, ce qui est toujours là, toujours disponible, toujours accessible, perd de sa valeur perçue. Pas parce que tu as moins de valeur objectivement, mais parce que le cerveau humain fonctionne comme ça, on n'apprécie pas vraiment l'oxygène jusqu'à ce qu'on commence à manquer d'air. La deuxième, et c'est encore plus important, tu deviens menaçant pour son système nerveux. Ton intensité émotionnelle, même bienveillante, même sincère, active exactement les alarmes dont on a parlé dans la section précédente. Son cerveau enregistre cette énergie dirigée vers lui comme une pression, comme quelque chose qui va l'envahir, qui va lui demander de la réciprocité, qui va créer des attentes, qui va le piéger. Et face à cette combinaison abondant et menaçant, son système nerveux fait ce qu'il a toujours fait. Il active le mode défense et il recule. Maintenant, parlons de l'autre côté de cette équation. Ce qui se passe quand tu arrêtes de poursuivre. Et je veux être très précis ici parce que c'est une nuance que beaucoup de gens ratent complètement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'intéresser pour créer artificiellement de la rareté. Il ne s'agit pas d'une stratégie calculée. Il s'agit de quelque chose de fondamentalement différent. Il s'agit de se retirer de façon authentique, de rediriger ton énergie vers ta propre vie, tes propres projets, ta propre croissance. Pas pour produire un effet chez l'autre, mais parce que c'est réellement ce qui est sain et juste pour toi. Et la différence entre ces deux choses, le retrait stratégique et le retrait authentique, se sent. Les gens le perçoivent. Et particulièrement les personnes évitantes qui ont des antennes très développées pour détecter les manipulations et les jeux. Un retrait authentique produit quelque chose de très précis dans le cerveau évitant. Premièrement, tu passes de abondant à rare. Non pas parce que tu te caches ou joues un rôle, mais parce que ton énergie est maintenant investie ailleurs, dans quelque chose de réel, dans ta propre vie. Deuxièmement, et c'est le changement le plus important, tu passes de menaçant à intrigant, parce que ton énergie n'est plus dirigée vers lui avec cette intensité qui déclenchait ses alarmes. Il peut maintenant observer ta présence sans se sentir sous pression, sans se sentir chassé, sans avoir l'impression qu'il doit gérer ton état émotionnel. Et dans cet espace, dans cette absence de pression, quelque chose change dans son système nerveux. Il passe du mode protège-toi et fuit au mode explore et découvre. Laisse-moi te raconter quelque chose qui illustre parfaitement ça.
un ami à moi, appelons-le Thomas, avait passé des mois à essayer de comprendre les signaux contradictoires de son partenaire. Chaud un jour, froid le lendemain, présent intensément pendant une semaine, puis distant pendant 10 jours, sans explication claire. Et Thomas faisait ce que la plupart des gens font dans cette situation. Il compensait, plus son partenaire était distant, plus Thomas redoublait d'efforts, plus de messages, plus d'attention, plus de présence, comme si son travail était de combler lui seul le vide que la distance créait. Et ça empirait, à chaque fois. Et puis, un moment est arrivé où Thomas s'est simplement épuisé, pas de façon stratégique, pas parce qu'il avait lu quelque chose sur la psychologie évitante, simplement parce qu'il n'en pouvait plus. Il a décidé de se concentrer sur lui-même, vraiment. Il a repris l'escalade qu'il avait abandonnée depuis des mois. Il a rejoint un club de lecture, il a commencé à planifier des voyages en solo qu'il avait toujours voulu faire, il n'essayait pas de rendre son partenaire jaloux, il essayait simplement de se souvenir de qui il était en dehors de cette relation. Et 3 semaines plus tard, son partenaire lui a envoyé un message. Pas un grand message émotionnel, juste une photo d'un livre, avec une phrase. Ça m'a fait penser à cette conversation qu'on avait eue sur la philosophie. Et Thomas a répondu brièvement, chaleureusement, sans s'y accrocher. Et puis, son partenaire a commencé à poser des questions sur l'escalade, sur les voyages qu'il planifiait, sur ce qu'il lisait. La curiosité était revenue, une curiosité authentique. Quelques semaines plus tard, c'est son partenaire qui proposait de se retrouver pour prendre un café. Qu'est-ce qui s'était passé vraiment? Simple. Thomas n'était plus en train de pousser. Son énergie n'était plus dirigée vers son partenaire avec cette intensité qui activait les défenses. Et pour la première fois depuis longtemps, son partenaire pouvait être curieux à son sujet sans se sentir chassé. Pouvait penser à lui sans que cette pensée soit immédiatement associée à une pression, à une attente, à quelque chose de lourd. Et dans cet espace de légèreté, la connexion pouvait recommencer à se mouvoir dans le sens naturel, depuis lui vers Thomas, plutôt que toujours depuis Thomas vers lui. Et voilà ce que je veux que tu retiennes vraiment de ce premier déclencheur. La poursuite ne crée pas de l'attraction chez une personne évitante. Elle crée de la résistance. Pas parce qu'elle ne tient pas à toi, mais parce que son cerveau est câblé pour percevoir l'intensité dirigée vers lui comme une menace pour son autonomie et le retrait authentique. Ce retrait qui vient d'un choix de se concentrer sur ta propre vie ne crée pas de la distance, il crée de la sécurité. Et dans cet espace de sécurité, le cerveau évitant peut enfin faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire sous pression. Il peut te choisir librement. Mais il y a quelque chose qui rend ce retrait encore plus puissant. Quelque chose qui agit comme un amplificateur de tout ce qu'on vient de voir. Et c'est le deuxième déclencheur. Troisièmement, le deuxième déclencheur, ta stabilité émotionnelle comme signal de sécurité. On arrive maintenant au deuxième déclencheur. Et celui-là est peut-être celui que les gens comprennent le moins. Parce qu'il touche à quelque chose de contre-intuitif. Quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on nous a souvent appris sur l'amour et sur la façon de montrer qu'on tient à quelqu'un. On nous dit que l'amour, c'est s'investir, s'ouvrir, montrer ce qu'on ressent, être vulnérable. Et tout ça est vrai dans beaucoup de contextes, avec beaucoup de personnes. Mais avec une personne évitante, il y a une nuance cruciale qui change absolument tout. Ta stabilité émotionnelle est plus attirante pour elle que ton intensité émotionnelle. Et laisse-moi expliquer pourquoi de façon très précise, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut être froid ou distant, ça ne veut pas dire qu'il faut cacher ce qu'on ressent, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur le système nerveux évitant. Il est en mode scan permanent, en train de chercher des signes de danger, et parmi ces signes, il y en a un qui déclenche l'alarme plus fort que tous les autres. La dépendance émotionnelle, plus précisément. Le signal que l'autre personne a besoin que tu sois, d'une certaine façon pour aller bien. Qu'elle a besoin de ta présence, de ta validation, de ta réassurance constante pour maintenir son équilibre. Et pourquoi ce signal déclenche-t-il une alarme chez la personne évitante? Parce que profondément dans sa mémoire émotionnelle, être nécessaire à quelqu'un d'autre a souvent signifié être piégé, être responsable de l'état émotionnel de l'autre. Perdre son autonomie
Ne plus pouvoir partir sans causer de la douleur. Et ça, pour quelqu'un dont tout le système de survie est organisé autour de la préservation de l'autonomie, c'est terrifiant. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour que tu comprennes exactement à quoi ça ressemble dans la réalité. Imagine 2 scénarios avec la même personne évitante. Appelons-la Sophie. Sophie a pris de la distance. Ses messages sont plus rares, plus courts, elle met du temps à répondre, et tu sens ce silence peser de plus en plus lourd dans le premier scénario. Chaque fois que Sophie prend de la distance, tu paniques légèrement, peut-être pas de façon visible, mais ça se sent dans tes messages. Tu envoies un « Hey, tu vas bien suivi » peu après d'un « Je voulais juste vérifier ». Et quand elle répond finalement, même brièvement, tu te sens soulagé. Et ce soulagement, cette façon dont son retour régule immédiatement ton état, se perçoit dans ton énergie, dans la chaleur soudaine de ta réponse, dans cette légère intensité qui revient. Qu'est-ce que Sophie enregistre inconsciemment, avec son système nerveux toujours en mode scan? Elle enregistre que ton équilibre émotionnel dépend d'elle, que sa distance te déstabilise et que sa présence te rééquilibre. Et ça lui dit quelque chose de précis sur ce qu'il attend, si elle se rapproche vraiment. Ça lui dit que sa présence va devenir une nécessité pour toi, que son absence va créer de la douleur que tu vas lui exprimer d'une façon ou d'une autre, que se rapprocher, c'est prendre la responsabilité de ton état émotionnel, et son système nerveux dit non. Trop lourd, trop risqué. Dans le deuxième scénario, Sophie prend de la distance, et toi, tu continues simplement ta vie. Tu réponds quand elle écrit, chaleureusement, naturellement, sans ce soulagement excessif, sans cette intensité qui disait « j'attendais ça ». Tu poses peut-être une question légère sur ce qu'elle fait. Tu partages quelque chose d'amusant qui t'est arrivé. Et puis tu raccroches, naturellement, sans traîner, sans essayer de prolonger l'échange à tout prix. Qu'est-ce que Sophie enregistre cette fois? Elle enregistre quelque chose qu'elle n'a peut-être pas souvent expérimenté. Quelqu'un qui peut gérer son besoin d'espace sans en faire une affaire personnelle. Quelqu'un dont l'équilibre ne dépend pas d'elle. Quelqu'un qui est là quand elle est là et qui va bien quand elle n'est pas là. Et ça, pour son système nerveux câblé, pour détecter la sécurité, ça ressemble à quelque chose de rare, de précieux, de reposant. Ça ressemble à de la sécurité. Maintenant, voilà quelque chose d'important que je veux que tu comprennes vraiment sur ce deuxième déclencheur. La stabilité émotionnelle dont on parle ici. C'est pas de la froideur. C'est pas jouer l'indifférence. C'est pas prétendre que tu ne ressens rien. C'est quelque chose de beaucoup plus authentique que ça. C'est avoir suffisamment de vie à toi, suffisamment de choses qui t'animent, suffisamment de sources de satisfaction et de sens dans ton existence pour que l'absence de quelqu'un, aussi importante soit cette personne pour toi, ne t'effondre pas complètement. C'est la différence entre vouloir quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un. Et cette différence se ressent dans ton énergie, dans ta façon d'interagir dans cette qualité particulière de présence de quelqu'un qui est là par choix et non par manque. Laisse-moi te raconter quelque chose qui illustre ça de façon très parlante. Un ami, appelons-le Marc, avait une relation avec une femme évitante. Et son ancien schéma était celui que beaucoup de gens connaissent bien. Quand elle se taisait pendant quelques jours, Marc paniquait intérieurement. Et cette panique se traduisait en message « Tu vas bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Parle-moi s'il te plaît. » Et chaque message de ce type, chaque tentative de réparer un silence qu'il n'avait peut-être pas provoqué, confirmait une peur précise chez elle, que se rapprocher de Marc signifiait devenir responsable de son état émotionnel, que sa distance à elle avait le pouvoir de le déstabiliser, et que donc son retour aurait le pouvoir de le rééquilibrer. Et personne ne veut avoir ce genre de pouvoir sur quelqu'un d'autre, surtout pas une personne évitante. Et puis Marc a appris quelque chose, progressivement, pas du jour au lendemain, mais vraiment, il a appris que sa stabilité émotionnelle était le plus grand cadeau qu'il pouvait lui offrir, la fois suivante où elle s'est tue pendant quelques jours. Marc a simplement continué à vivre, il a vu des amis, il a avancé sur un projet qui lui tenait à cœur, il a cuisiné un bon repas, il a regardé une série qu'il aimait, et quand elle est réapparue,
Il a répondu chaleureusement et naturellement, sans ce soulagement visible qui aurait dit « tu m'as manqué et j'attendais que tu reviennes », sans interrogatoire sur pourquoi elle s'était éloignée, juste une présence calme et sincère. Quelques jours plus tard, c'est elle qui initiait une conversation plus profonde, plus personnelle, qui partageait quelque chose d'un peu plus intime. Pourquoi ce changement? Parce que son système nerveux avait enregistré quelque chose de nouveau, quelque chose de rare dans son expérience des relations. Il avait enregistré que se rapprocher de Marc ne signifiait pas prendre en charge son état émotionnel, que sa distance à elle n'avait pas créé de drama, que Marc existait pleinement indépendamment d'elle, et que donc être avec lui ne signifiait pas perdre son autonomie. Et dans cette sécurité-là, cette qualité particulière de quelqu'un qui peut te laisser de l'espace sans s'effondrer, son système défensif avait pu se relâcher légèrement, et dans ce relâchement, quelque chose de plus vrai et de plus proche avait pu émerger. Maintenant, voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Ta stabilité émotionnelle n'est pas une façade. C'est pas une performance que tu donnes pour produire un effet. C'est quelque chose que tu construis réellement en investissant dans ta propre vie, en cultivant tes propres sources de satisfaction et de sens, en développant cette capacité à être bien indépendamment de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et cette construction-là, elle ne bénéficie pas seulement à ta relation avec une personne évitante. Elle te bénéficie à toi, profondément, durablement, indépendamment de l'issue de cette relation particulière. Parce que quelqu'un qui a développé une vraie stabilité émotionnelle, quelqu'un qui peut vouloir sans avoir besoin, qui peut tenir à quelqu'un sans dépendre de lui, qui peut être présent sans se perdre, cette personne-là apporte quelque chose dans toutes ces relations que très peu de gens peuvent offrir, et pour une personne évitante, dont tout le système nerveux scanne en permanence pour détecter si la proximité est sûre ou dangereuse. Ce signal de stabilité est probablement le signal le plus rassurant et le plus attirant qui puisse exister. Mais il y a encore un troisième déclencheur, et celui-là est peut-être le plus puissant de tous, parce qu'il touche à quelque chose que la personne évitante évalue en permanence, quelque chose qu'elle teste sans même s'en rendre compte, et dont le résultat détermine en grande partie si elle va ouvrir la porte ou la fermer définitivement. Quatrièmement, le troisième déclencheur, réussir leur évaluation inconsciente de ton autonomie. On arrive au troisième déclencheur, et celui-là est le plus puissant des trois, parce qu'il ne touche pas à ta disponibilité ou à ton intensité émotionnelle. Il touche à quelque chose de beaucoup plus fondamental, il touche à la question centrale que toute personne évitante se pose inconsciemment face à quelqu'un qui l'attire. Cette question, c'est celle-ci. Est-ce que cette personne peut m'aimer sans me consommer? Et cette question, aussi simple qu'elle paraît formulée comme ça, est en réalité au cœur de tout, parce qu'elle touche à la peur la plus profonde de la personne évitante. Cette peur de perdre elle-même dans une relation. Cette peur que l'amour signifie la fusion, que l'intimité signifie la dissolution de soi, que se laisser vraiment aimer, c'est disparaître en tant qu'individu, et pour tester si cette peur va se réaliser avec toi. Le cerveau évitant fait quelque chose de très précis. Il t'évalue constamment, inconsciemment, à travers chaque interaction, pas de façon délibérée et calculée, mais d'une façon automatique et instinctive, comme un système de sécurité qui scanne en permanence pour détecter des signaux précis. Des signaux qui disent soit cette personne va respecter mon autonomie, soit elle va essayer de m'envahir. Et ces signaux, elle les cherche dans des choses très concrètes et très ordinaires. Est-ce que tu essaies de modifier qui elle est? Est-ce que tu fais des commentaires sur ses choix, ses habitudes, sa façon de vivre? Même avec les meilleures intentions, même avec bienveillance, même sous forme de suggestions déguisées en conseils. Est-ce que tu rends ta propre humeur dépendante de la sienne? Est-ce que quand elle est distante, tu deviens moins bien? Et quand elle est proche, tu redeviens bien? Signalant clairement que ton état émotionnel est lié au sien. Est-ce que tu cherches à accélérer le rythme de la connexion, à pousser vers plus d'intimité plus vite, à vouloir des définitions claires et des engagements formels
avant que la relation ait eu le temps de se développer naturellement? Est-ce que tu sembles avoir besoin qu'elle soit heureuse pour être heureux toi-même, créant ainsi une pression invisible pour qu'elle performe une certaine version d'elle-même? Chacun de ces comportements, aussi amoureux et sincères soient-ils dans leur intention, envoie un signal très précis à son système nerveux. Le signal que se rapprocher va coûter quelque chose, que sa liberté, son espace, son autonomie vont être négociés, rognés, progressivement réduits. Et face à ce signal, la réponse est toujours la même: fermeture, distance, retrait. Maintenant, parlons de l'autre côté, de ce qui se passe quand tu réussis cette évaluation inconsciente. Et laisse-moi être très précis sur ce que réussir cette évaluation signifie vraiment. Parce que beaucoup de gens le comprennent de travers, ils pensent que ça veut dire ne jamais exprimer ses besoins, ou accepter n'importe quel comportement sans rien dire, ou se mettre complètement en retrait pour ne pas paraître envahissant. Non, ce n'est pas ça. Réussir l'évaluation inconsciente d'une personne évitante, ça veut dire quelque chose de très différent et de beaucoup plus sain que ça. Ça veut dire démontrer de façon cohérente que tu peux apprécier qui elle est sans vouloir la transformer, que tu peux tenir à elle sans avoir besoin qu'elle soit différente, que tu peux être dans sa vie sans te fondre en elle et sans exiger qu'elle se fonde en toi. En d'autres termes, ça veut dire prouver que tu peux l'aimer sans la consommer, et ça se démontre de façon très concrète dans les petits détails du quotidien quand elle fait un choix de vie différent du tien. Tu peux être curieux sans être critique. Tu peux poser une question sincère sans que derrière la question, il y ait un jugement ou une tentative de la convaincre autrement. Quand elle a besoin d'espace, tu lui donnes cet espace, sans le charger de ressentiment, sans ce silence lourd qui dit « je te donne ce que tu veux, mais je souffre ». Tu lui donnes un espace vrai, parce que tu as ta propre vie, tes propres choses à faire, ton propre monde qui continue d'exister et d'être riche indépendamment de sa présence quand la connexion est là. Tu la vis pleinement, sans te précipiter pour la solidifier ou la définir, sans essayer de transformer chaque beau moment en preuve de quelque chose de plus grand que lui-même. Et voilà ce que ces comportements signalent à son système nerveux. Sécurité, vraie sécurité. Pas la sécurité des promesses et des déclarations, la sécurité de l'expérience répétée, la sécurité de quelqu'un qui a eu des opportunités de t'envahir et qui ne l'a pas fait, qui a eu des opportunités de te juger et qui s'en est abstenu, qui a eu des opportunités de rendre la connexion lourde et exigeante et qui a préféré la laisser légère et libre. Laisse-moi te donner un exemple très précis qui illustre parfaitement comment ce troisième déclencheur fonctionne. Dans la réalité, imagine Léa, une personne avec un attachement évitant. Elle sort avec quelqu'un depuis quelques semaines et un soir, il lui dit « Tu devrais vraiment essayer de parler plus à ta famille. Je pense que ça t'aiderait. Peut-être qu'il a raison sur le fond. Peut-être que c'est sincèrement bien intentionné. Mais ce que Léa enregistre dans son système nerveux, ce n'est pas le conseil. C'est le signal derrière le conseil. Le signal qui dit « Je pense savoir mieux que toi ce dont tu as besoin. Et je vais essayer de te guider vers la version de toi-même que je préfère. » Et son système nerveux répond immédiatement « Attention, cette personne va essayer de me modifier, de me gérer, de décider qui je dois être. Recule. » Maintenant, imagine la même Léa avec une autre personne, et cette personne lui dit un soir « Tu as mentionné que ta relation avec ta famille est compliquée. » C'est quelque chose que tu veux explorer à un moment ou c'est quelque chose que tu as mis de côté pour l'instant? Même sujet, complètement différent dans l'énergie, parce que cette façon de poser la question dit quelque chose de très précis. Elle dit « Je suis curieux de toi ». Pas de la version que je voudrais que tu sois, de toi, de ce que tu choisis, de comment tu vis ça. Et Léa enregistre quelque chose de rare, quelqu'un qui s'intéresse à elle sans agenda, sans programme de transformation, sans attente déguisée. Et ça passe le test de l'évaluation inconsciente. Maintenant, voilà quelque chose d'important que je veux que tu comprennes sur ce troisième déclencheur. Il y a un moment particulièrement révélateur dans toute relation avec une personne évitante. Un moment où l'évaluation inconsciente devient
particulièrement intense. Et si tu le reconnais et si tu le navigues bien, ça peut changer fondamentalement la trajectoire de la relation. Ce moment, c'est celui où elle fait quelque chose que tu n'aurais pas fait, où elle prend une décision que tu n'aurais pas prise, où elle exprime une opinion qui diffère de la tienne sur quelque chose d'important. Et là, son système nerveux se met en alerte maximale, en train de scanner ta réaction. Est-ce qu'il va essayer de me corriger? Est-ce qu'il va devenir défensif? Est-ce qu'il va prendre ça personnellement? Est-ce qu'il va essayer de me convaincre de penser comme lui? Et si ta réponse dans ce moment est authentiquement curieuse, si tu peux dire quelque chose comme c'est intéressant, je n'aurais pas vu les choses comme ça. Dis-moi comment tu es arrivé à cette conclusion, avec une curiosité sincère et sans agenda de conversion. Quelque chose se déplace dans son évaluation. Elle passe le test, mais pas parce que tu as dit les bons mots, parce que tu as démontré quelque chose de réel. Tu peux exister à côté d'une vision du monde différente de la tienne sans te sentir menacé, sans avoir besoin de ramener l'autre vers ta façon de voir les choses. Et ça, pour quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à se sentir jugé ou avoir peur d'être changé ou modifié par les gens qui l'aiment, c'est profondément rassurant. C'est la preuve vivante que se rapprocher de toi ne signifie pas perdre qui elle est. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur ces 3 déclencheurs maintenant, qu'on les a tous explorés. Le renversement de rareté, la stabilité émotionnelle et l'évaluation inconsciente de ton autonomie. Ces 3 choses ont un point commun très précis et très révélateur. Elles ne sont pas des choses que tu fais pour l'autre. C'est des choses que tu construis pour toi-même. La rareté authentique vient de quelqu'un qui a vraiment une vie riche et pleine indépendamment de la relation. La stabilité émotionnelle vient de quelqu'un qui a développé une vraie capacité à être bien en dehors de la validation de l'autre. Et la capacité à aimer sans consommer vient de quelqu'un qui a suffisamment de confiance en lui-même pour ne pas avoir besoin de contrôler ou de modifier les autres. Ces 3 qualités. Travailler vraiment, pas comme des performances, change quelque chose de fondamental, pas seulement dans la façon dont une personne évitante te perçoit, mais dans qui tu es, dans la qualité de ta présence, dans la façon dont tu entres dans toutes tes relations. Et c'est là que quelque chose de profond se produit, quelque chose qu'on va explorer maintenant. Parce que quand ces 3 déclencheurs sont activés de façon authentique, quelque chose se passe à l'intérieur de la personne évitante, quelque chose qu'elle ne t'exprimera jamais directement, mais qui change tout dans sa façon de te vivre. 5e, ce qui se passe vraiment en eux quand tu arrêtes de poursuivre. On arrive maintenant à quelque chose que tu n'entendras jamais directement de leur bouche. Parce que la personne évitante ne va pas t'appeler un soir pour te dire « voilà exactement ce que j'ai ressenti quand tu as arrêté ». De me courir après, voilà ce qui s'est passé dans mon système nerveux quand tu as cessé d'être aussi disponible. Voilà comment mon rapport à toi a changé quand tu as commencé à investir dans ta propre vie. Ça n'arrive pas. Pas parce qu'ils le ressentent pas, mais parce qu'ils ont souvent pas les mots pour le formuler, et parce que la vulnérabilité que ça demanderait va à l'encontre de tout ce que leur système de protection a construit. Alors aujourd'hui, on va entrer là-dedans. On va parler de ce monde intérieur invisible, de ce qui se passe vraiment en eux dans le silence. Parce que comprendre ça change quelque chose de fondamental dans la façon dont tu vis cette période. Commençons par quelque chose que les chercheurs en psychologie de l'attachement appellent le syndrome du membre fantôme dans les relations. Et pour comprendre ce concept, il faut d'abord comprendre d'où vient l'expression originale. Quand quelqu'un perd un membre, un bras ou une jambe par exemple, quelque chose de fascinant et de troublant se produit. Le cerveau continue de recevoir des signaux venant de ce membre qui n'existe plus, des sensations, des douleurs parfois, une présence persistante de quelque chose qui a disparu physiquement mais qui continue d'exister dans le système nerveux. Le cerveau avait intégré ce membre dans sa cartographie du corps, dans sa façon de naviguer le monde, et cette intégration ne disparaît pas simplement parce que le membre lui est absent. Et voilà ce qui se produit chez une personne évitante quand tu arrêtes de poursuivre. Pendant tout le temps où tu étais présent, où tu envoyais des messages, où tu te rendais disponible, où ton énergie était constamment dirigée vers elle, son système nerveux avait intégré tout ça dans son paysage émotionnel. Pas nécessairement de façon consciente, pas nécessairement de façon appréciée sur le moment, mais intégré quand même
Ta disponibilité était devenue une constante. Ton attention était devenue quelque chose de prévisible. Ta présence émotionnelle faisait partie du décor. Et comme tout ce qui fait partie du décor, on le remarque vraiment qu'au moment où il disparaît. Et quand tu te retires, quand ton énergie cesse d'être dirigée vers elle, quand tes messages deviennent moins fréquents, quand tu ne vérifies plus, quand tu n'es plus là à combler chaque silence, un vide apparaît là où ton énergie était. Et voilà quelque chose de crucial que je veux que tu comprennes sur ce vide. Ce vide ne ressemble pas à ta présence. Il ne déclenche pas les mêmes alarmes que ta présence déclenchait. Il ne ressemble pas à une menace pour son autonomie. Il ne ressemble pas à quelque chose d'envahissant. Il ressemble à quelque chose d'intéressant, comme un espace dans une pièce qu'on n'avait pas remarqué avant et qui maintenant attire l'attention, suscite la curiosité, donne envie d'explorer. Et c'est cette différence-là qui est fondamentale, parce que pendant que tu poursuivais, chaque fois que tu occupais l'espace avec ton énergie dirigée vers elle, son système nerveux réagissait en mode défense, en mode protège-toi, en mode recule. Mais maintenant que l'espace est là, maintenant que le vide existe, ce même système nerveux réagit différemment. Il réagit en mode explore, en mode curiosité, en mode qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée cette présence? Laisse-moi te donner une image très simple pour ancrer ça. Imagine un chat, et si tu as déjà vécu avec un chat, tu vas reconnaître ça immédiatement. Quand tu veux absolument que le chat vienne vers toi, quand tu tends la main, quand tu l'appelles, quand tu te penches vers lui avec toute ton intention dirigée vers le fait de le tenir dans tes bras, que fait-il? Il recule, il tourne la tête, il fait semblant d'être occupé à regarder un mur. Il décide soudainement que l'autre côté de la pièce est beaucoup plus intéressant. Mais quand tu t'allonges sur le canapé, quand tu regardes quelque chose, quand ton attention n'est plus dirigée vers lui, quand tu sembles absorbé par autre chose et indifférent à sa présence ou son absence, que fait ce même chat? Il vient, il s'installe sur toi, il décide que précisément là, précisément maintenant, c'est l'endroit où il veut être. Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu n'as rien fait. Parce que l'absence de ton intention dirigée vers lui a créé l'espace dans lequel il pouvait venir de lui-même. C'est exactement cette mécanique qui opère ici. Maintenant, je veux aller encore plus loin, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit en eux dans cette phase. Quelque chose qui touche à leur propre rapport, à leurs émotions, quand tu étais en mode poursuite, quand ton énergie était constamment dirigée vers eux. Leur cerveau était occupé à gérer ça, à se défendre contre ça, à maintenir la distance, à trouver des raisons de reculer. Et dans toute cette activité défensive, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour autre chose. Pas beaucoup d'espace pour ressentir vraiment ce qu'ils ressentaient pour toi. Parce que leur énergie était consommée par la défense. Mais quand tu t'es retiré, quand tu as cessé d'occuper tout l'espace avec ta poursuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'espace que tu avais libéré a été rempli par autre chose, par leurs propres émotions à ton égard. Et c'est là que la phrase d'un ami évitant que j'ai entendu un jour prend tout son sens. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il parlait d'une personne qu'il avait dans sa vie. Et il m'a dit, quand elle a arrêté d'essayer de se rapprocher de moi, j'ai enfin eu l'espace pour lui manquer. Et quand j'ai eu l'espace pour lui manquer, j'ai réalisé que je voulais vraiment qu'elle soit là. Et cette phrase-là dit quelque chose d'extraordinairement précis sur ce qui se passe dans le monde intérieur évitant. Le manque ne pouvait pas exister pendant que la défense était active, parce que la défense occupait tout l'espace émotionnel disponible. Mais dès que la défense s'est relâchée, dès qu'il n'y avait plus rien contre quoi se protéger, le manque est apparu. Et avec le manque, la clarté sur ce qu'il ressentait vraiment, maintenant voilà quelque chose d'important sur le timing de tout ça, parce que beaucoup de gens qui comprennent cette dynamique font une erreur, ils se retirent, et puis ils guettent, ils attendent les signaux. Ils se demandent combien de temps ça va prendre. Et cette attente elle-même, cet état de veille tendu vers un résultat précis, se sent et reproduit exactement l'énergie dirigée qu'ils essayaient de retirer. Un retrait authentique ne guette pas, ne compte pas les jours, ne surveille pas leurs stories pour voir s'ils ont regardé, ne calcule pas combien de temps s'est écoulé depuis le dernier message. Un retrait authentique est occupé à construire quelque chose, à vivre quelque chose, à être quelque part, vraiment. Et c'est cette authenticité-là, cette façon d'être réellement ailleurs parce que ta vie est réellement ailleurs.
Qui produit le vide véritable dans lequel leur curiosité et leur manque peuvent enfin émerger librement? Laisse-moi te donner encore un exemple très précis pour que tu vois comment tout ça se traduit dans la réalité. De concrète, imagine Clara, elle a un attachement évitant, elle sort avec quelqu'un, appelons-le Adrien, et pendant des semaines, Adrien a fait beaucoup d'efforts, des messages réguliers, des petites attentions, une disponibilité constante, tout ça avec les meilleures intentions. Et Clara reculait, se montrait distante, répondait avec des délais, gardait les conversations légères et superficielles, et puis Adrien a vécu quelque chose, pas une décision stratégique, juste un moment d'épuisement honnête. Il a reçu une opportunité professionnelle excitante qui demandait beaucoup de son énergie. Il a commencé à investir vraiment dedans. Ses messages à Clara sont devenus moins fréquents, pas parce qu'il pensait plus à elle, mais parce qu'il était réellement absorbé par autre chose. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Clara a remarqué, pas de façon dramatique, mais elle a remarqué, et dans ce vide créé par l'absence de l'attention habituelle d'Adrien, quelque chose s'est activé en elle. Une question d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, une observation. Je ne reçois plus de ces nouvelles comme avant. Puis, quelque chose de plus profond. Tiens, ça me manque un peu. Et ça me manque un peu. Cette petite émergence de manque dans un espace enfin libre l'a poussée à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais initié avant. Elle lui a envoyé un message, spontanément, sans raison pratique, juste pour dire qu'elle avait vu quelque chose qui lui avait fait penser à une conversation qu'ils avaient eue. Et dans ce message simple, il y avait quelque chose de fondamentalement différent de tous les contacts précédents. Il venait d'elle, de son propre mouvement, de sa propre curiosité, de son propre désir de connexion, pas comme une réponse à sa poursuite, mais comme une initiative née de son propre espace intérieur enfin libre. Et c'est ça le cœur de tout. Quand tu arrêtes de poursuivre, quand tu crées un espace authentique en investissant vraiment dans ta propre vie, tu permets à quelque chose de se produire que ta poursuite rendait impossible. Tu permets à leur propre désir de connexion de se manifester librement, et un désir qui se manifeste librement, sans pression, sans obligation, sans peur de l'engloutissement, et est infiniment plus fort et infiniment plus durable qu'un désir qu'on essaye de créer ou d'entretenir par la poursuite. Parce que ce désir-là leur appartient vraiment. Il vient d'eux, de leur propre espace intérieur. Et ça, pour quelqu'un dont toute la psychologie est organisée autour de la préservation de l'autonomie, c'est la seule façon dont quelque chose de vrai peut émerger. Et maintenant, après avoir compris tout ça, après avoir vu ces 3 déclencheurs et ce qui se passe vraiment en eux dans cette phase, il reste quelque chose d'essentiel à explorer, le paradoxe final. Celui qui touche non seulement à cette relation, mais à qui tu deviens à travers tout ce processus. On arrive au bout de ce qu'on a traversé ensemble. Et je veux commencer cette conclusion par quelque chose d'honnête. Quelque chose que beaucoup de contenus sur ce sujet évitent de dire clairement parce que ça demande une certaine maturité émotionnelle pour l'entendre vraiment. Tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, les 3 déclencheurs, la rareté authentique, la stabilité émotionnelle, l'évaluation inconsciente de ton autonomie, tout ce qui se passe en eux quand tu arrêtes de poursuivre, tout ça ne garantit rien. C'est pas une formule magique, c'est pas un code qu'on tape pour débloquer quelqu'un, c'est pas une technique infaillible qui va nécessairement produire le résultat que tu espères avec cette personne précise, et je dis ça non pas pour te décourager, mais parce que comprendre ça correctement change quelque chose de fondamental dans la façon dont tu vis tout ce processus. Parce que si tu fais tout ça dans l'espoir de débloquer quelqu'un, si tu construis ta vie et investis en toi-même et développes ta stabilité émotionnelle avec en arrière-plan cette pensée, si je fais tout ça correctement, ils vont revenir, alors tu n'es pas vraiment en train de te retirer. Tu es en train de pratiquer une forme de poursuite plus sophistiquée. Et les personnes évitantes le sentiront. Parce qu'ils ont des antennes extraordinairement développées pour détecter les agendas cachés, la vraie transformation dont on parle ici, celle qui change vraiment les dynamiques, c'est celle qui se produit quand tu fais tout ça pour toi, vraiment pour toi. Pas comme stratégie, pas comme moyen d'arriver à une fin, mais parce que tu as réalisé quelque chose d'essentiel. Ta valeur n'attend pas leur validation pour exister. Et
cette réalisation-là, ce moment où quelque chose s'installe vraiment en toi et dit « je suis quelqu'un qui mérite d'être là, pleinement », sans avoir à me rapetisser, sans avoir à courir, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce moment transforme quelque chose de fondamental. Pas seulement dans cette relation, dans toutes tes relations. Laisse-moi te montrer concrètement ce que ça ressemble, ce paradoxe final. Imagine quelqu'un, appelons-la Sarah. Sarah a passé des mois à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qu'elle aimait vraiment semblait toujours se dérober. Et dans ce processus, dans cette traversée difficile, elle a commencé à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle a commencé à choisir, pas parce qu'elle avait lu quelque chose sur la psychologie évitante, pas comme stratégie pour récupérer quelqu'un, mais parce qu'elle avait réalisé que pendant tout ce temps, à courir après quelqu'un d'autre, elle avait cessé d'avancer vers elle-même. Elle a repris des cours de poterie qu'elle avait abandonnés il y a des années. Elle a recommencé à voir des amis qu'elle avait négligés. Elle a accepté une opportunité professionnelle qu'elle avait hésité à saisir. Elle a recommencé à dormir, à manger correctement, à rire vraiment, et quelque chose a changé en elle. Quelque chose de subtil mais de profond. Cette légère tension permanente, cette vigilance de quelqu'un qui guette un signal, qui surveille un téléphone, qui calibre chaque action en fonction de son effet potentiel sur quelqu'un d'autre. Cette tension a commencé à se relâcher. Et dans ce relâchement, quelque chose de beau a émergé. Elle est redevenue elle-même. Pas la version d'elle-même qui attendait d'être choisie. La version d'elle-même qui choisissait, qui avançait, qui construisait quelque chose de réel. Et voilà ce qui s'est produit ensuite. La personne qui s'éloignait depuis des mois a recommencé à s'approcher. Pas parce que Sarah avait fait les bons mouvements, mais parce que Sarah était devenue quelqu'un de différent. Quelqu'un dont la présence était légère et solide en même temps. Quelqu'un qui n'avait plus besoin d'être choisi pour aller bien. Quelqu'un dont la vie était pleine indépendamment de cette relation. Et pour une personne évitante, dont tout le système nerveux cherche la preuve que l'intimité ne signifie pas la perte de soi, quelqu'un comme ça est exactement ce dont il avait besoin pour commencer à s'ouvrir. Mais voilà la partie la plus profonde du paradoxe. À ce stade, au moment où Sarah était devenue vraiment cette personne, au moment où elle avait vraiment cessé d'avoir besoin d'être choisie pour aller bien, quelque chose d'autre avait changé aussi, sa façon d'évaluer la relation. Parce que quand on n'a plus besoin de quelqu'un pour aller bien, on peut enfin le voir clairement. Sans le filtre du manque, sans le prisme de la dépendance émotionnelle, avec une clarté que l'attachement anxieux rend impossible. Et avec cette clarté, des questions différentes émergeant. Est-ce que cette personne m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que la façon dont elle me traite correspond à ce que je mérite? Est-ce que cette dynamique me nourrit ou est-ce qu'elle me vide? Est-ce que je veux vraiment continuer à investir ici? Et ces questions-là, ces vraies questions posées depuis un endroit de clarté et de force, sont beaucoup plus utiles que les questions qu'on se pose quand on est en mode poursuite. Ces questions anxieuses et circulaires de « qu'est-ce que j'ai fait de travers? Comment est-ce que je peux faire mieux? Pourquoi il m'aime pas assez ?» Et c'est là le paradoxe ultime de tout ce processus. Au moment où tu es devenu vraiment quelqu'un qui n'a pas besoin d'être choisi, au moment où tu as vraiment intégré ta propre valeur, tu es devenu simultanément deux choses. La personne la plus attirante que tu aies jamais été pour quelqu'un avec un attachement évitant, et la personne la mieux équipée pour évaluer lucidement si cette relation mérite vraiment ton investissement. Ces deux choses arrivent ensemble. Et c'est important de les tenir ensemble. Parce que parfois la réponse à cette évaluation lucide sera oui. Oui, cette personne a quelque chose de réel à offrir. Oui, elle fait des efforts authentiques pour s'ouvrir. Oui, la dynamique évolue vers quelque chose de plus sain. Et parfois la réponse sera non. Non, cette personne n'est pas en mesure de t'offrir ce dont tu as besoin. Non, ces mécanismes de défense sont trop profonds pour être traversés dans ce moment de sa vie. Non, cette relation te coûte plus qu'elle ne t'apporte. Et dans les deux cas, depuis cet endroit de clarté et de force, tu peux faire un choix réel. Un choix qui vient de toi, de ta connaissance de toi-même, de ta compréhension de ce que tu vaux et de ce que tu mérites. Pas un choix dicté par la peur de perdre quelqu'un. Pas un choix fait depuis la dépendance ou le manque, un choix libre. Et voilà quelque chose que je veux que tu
emporte vraiment avec toi depuis tout ce qu'on a traversé ensemble aujourd'hui. Le silence que tu as peut-être vécu comme un rejet, cette distance qui t'a peut-être semblé être un abandon, ce n'était pas la fin de quelque chose, c'était une préparation à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être convaincu de sa propre valeur, quelqu'un qui peut aimer sans se perdre, quelqu'un qui peut désirer sans dépendre, quelqu'un qui peut offrir de la connexion depuis un endroit de plénitude plutôt que de manque. Et cette personne-là, cette version de toi qui émerge de l'autre côté de tout ce processus, est exactement ce qu'une personne avec un attachement évitant cherche depuis toujours, sans toujours savoir comment le formuler. Quelqu'un qui peut les aimer sans les consommer. Quelqu'un qui peut les désirer sans avoir besoin qu'ils soient différents. Quelqu'un dont la présence est un choix et non une nécessité. Mais surtout, et c'est peut-être la chose la plus importante de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, cette version de toi n'a pas besoin de leur retour pour exister. Elle existe parce que tu l'as construite, parce que tu as traversé quelque chose de difficile et que tu en as fait quelque chose, parce que tu as choisi de te choisir quand c'était plus facile de continuer à courir après quelqu'un d'autre. Et cette version de toi, construite dans la patience et dans la clarté et dans ce choix courageux de te choisir toi-même, cette version mérite quelqu'un qui peut la reconnaître pleinement. Que ce soit la personne évitante de ton histoire actuelle, si elle est prête et capable de faire le chemin, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être convaincu, quelqu'un qui reconnaît ta valeur immédiatement, quelqu'un qui n'a pas besoin que tu disparaisses pour te désirer, parce que voilà la vérité finale. La bonne personne ne te fera pas courir après elle. Elle sera trop occupée à essayer de mériter la belle vie que tu es en train de construire.